Événement passé inaperçu, mais qui pourrait peser sur notre avenir énergétique. On vient de découvrir des réserves d'hydrogène blanc dans le bassin houiller lorrain. Expliquez-nous, Patrick, et rappelez-nous d'abord l'intérêt de l'hydrogène. L'hydrogène, H ou H2, c'est l'élément chimique le plus répandu dans l'univers, mais rarement seul. On le trouve dans l'eau, associée à l'oxygène, H2O, ou associé au carbone, comme dans le méthane, CH4. Comme c'est la ressource naturelle la plus abondante, que c'est un très bon combustible et qu'il ne pollue pas, l'hydrogène est considéré comme l'énergie de l'avenir. Encore faut-il le produire en le dissociant soit du carbone, soit de l'oxygène. Dans le premier cas, on parle d'hydrogène gris quand il est fabriqué à partir de gaz naturel, de méthane. C'est une opération très polluante. Bilan carbone désastreux. Pour 1 kg d'hydrogène, 9 kg de CO2. Or, plus de 95% de l'hydrogène mondial aujourd'hui est produit ainsi. D'où les efforts et les investissements massifs en faveur de l'hydrogène vert. Vous l'avez compris, c'est le moyen de production qui fait la couleur, c'est la même molécule. Pour le vert, il faut de l'électricité propre, issue du solaire ou de l'éolien. Et à partir de l'eau, une opération d'électrolyse pour séparer atomes d'hydrogène et atomes d'oxygène. C'est beaucoup plus vertueux, mais d'un rendement assez faible. La fabrication consomme les 2/3 de l'énergie produite. C'est vrai qu'on se demande quel est l'intérêt de transformer du courant en hydrogène, d'utiliser de l'énergie pour en faire une autre. Le stockage et la disponibilité. On ne sait toujours pas bien stocker l'électricité. Pour une voiture électrique, il faut 300 kg de batterie. Pour un camion, plusieurs tonnes. Alors qu'on peut facilement comprimer l'hydrogène dans des réservoirs et qu'une pile à combustible qui fait de l'électrolyse à l'envers en transformant l'hydrogène en électricité ne pèse que quelques kilos. C'est pour ça que si on parvient un jour à faire voler un gros avion à l'électricité, il fonctionnera à l'hydrogène et pas avec des batteries. Même chose pour tous les transports lourds et intensifs, camions, trains, bateaux. Et tout ça de façon complètement propre ? À 100%. La combustion de l'hydrogène n'émet que de la vapeur d'eau, 0 CO2. Bon, l'hydrogène blanc maintenant, Patrick. Alors, c'est de l'hydrogène naturel. L'hydrogène blanc, il est sous nos pieds, pas besoin de gaz ou d'électricité, ce n'est plus un vecteur d'énergie, c'est une source d'énergie à part entière. Comme du pétrole. Oui, enfin beaucoup mieux que du pétrole, d'abord parce que c'est propre, je le répète, et aussi parce qu'apparemment, là je suis prudent, les scientifiques n'en sont pas certains, apparemment c'est une ressource renouvelable, pas comme les énergies fossiles qui vont arriver à épuisement dans quelques décennies. L'hydrogène enfermé sous terre serait le produit d'un phénomène d'oxydation de l'eau qui rendrait la ressource quasiment inépuisable. En tout cas, cet hydrogène blanc serait disponible sous terre en quantité gigantesque. Et on le découvre seulement maintenant. Oui, parce que personne n'en cherchait. C'est une science neuve. Le filon n'a été découvert qu'il y a, pour la première fois, il y a 25 ans, dans un village du Mali, Bouraké-Bougou, près du trou qui avait été creusé pour trouver de l'eau. Un technicien a allumé une cigarette. Explosion. C'était pas de l'eau, mais de l'hydrogène pur à 97%. Depuis 10 ans, il en sort, on voit les images, il en sort 1300 mètres cubes chaque jour qui permettent d'alimenter le village en électricité. Et ben, c'est exactement ce qui vient de se passer en Lorraine, où on ne cherchait pas du tout de l'eau, ni de l'hydrogène, mais c'est un programme de forage qui visait à repérer des gisements de méthane. C'est grâce à cette sonde que l'hydrogène a été découvert dans le sous-sol près de Folchevillers. Une sonde conçue à l'origine pour quantifier le méthane. Autant dire que pour les chercheurs du laboratoire Géoressources de Nancy, la surprise était de taille. Autre bonne nouvelle, plus on descend, plus la concentration de ce précieux combustible augmente. À 600 mètres, on a vu à peu près 1% d'hydrogène. On est descendu à 800 mètres. À 800 mètres, on a vu à peu près 6% d'hydrogène. Et là, actuellement, on est à 1100 mètres de profondeur et on a des concentrations d'hydrogène de l'ordre de 15 à 17%. Est-ce que c'est beaucoup ? C'est énorme pour un gisement d'hydrogène naturel. C'est énorme et vous l'avez entendu, plus on descend, plus les concentrations d'hydrogène sont fortes. Les chercheurs estiment qu'à 3000 mètres, la teneur pourrait atteindre 90 ou 95%, comme au Mali, mais à l'échelle du bassin lorrain, les projections donnent le tournis. La réserve potentielle pourrait atteindre plus de la moitié de la production annuelle mondiale. Une sorte d'Eldorado énergétique, aussi simple et propre qu'un puits à eau, même si l'extraction est compliquée, et aussi efficace que du pétrole, et même plus efficace parce qu'un kilo d'hydrogène génère autant d'énergie que presque 3 kilos d'essence. Bonsoir Vincent Noueriga. Bonsoir. Rédacteur en chef du magazine scientifique Epsilon, pour lequel vous avez consacré une enquête sur cet hydrogène blanc, l'énergie que personne n'attendait. C'est vrai que c'est une divine surprise.
Ah, complètement, c'est vraiment pas attendu. Il y a encore 10 ou 20 ans, les géologues estimaient qu'il n'y avait pas d'hydrogène naturel sur Terre. En tout cas, on détectait de temps en temps à la surface des petits suintements d'hydrogène, mais des choses très anecdotiques. Et franchement, les pétroliers s'en fichaient totalement. Ils ne cherchaient même pas d'ailleurs à mesurer l'hydrogène dans leur puits. Mais ces anecdotes, finalement, elles se multiplient. Et pas mal de chercheurs commencent à se dire que finalement, c'est peut-être la partie émergée de l'iceberg, tout cet hydrogène que l'on voit en surface. Et donc, ils sont tous en train de chercher comme des fous. C'est-à-dire que si on cherche, on trouve. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des gisements comme ça ignorés partout en France? Peut-être en France. Pas qu'en France. Oui. Ouais, pas qu'en Sur France. tous les continents, oui. Ouais, sur tous les continents. Alors, éventuellement, dans les Pyrénées, il y a peut-être un site très intéressant dans le Béarn. D'autres regardent dans les monts du Jura. Il y a 2-3 startups minières qui se sont formées en France, mais effectivement, en Australie, c'est une ruée totale. Il y a une trentaine de. C'est l'équivalent de la ruée vers l'or C'est un peu ça. C'est un peu l'équivalent de la Pennsylvanie en 1830, 1850, quand le colonel Drake avait creusé ce premier puits et qui avait attiré une foule de prospecteurs. On est un peu dans cette idée-là. Il manque encore. Alors, il y a effectivement ce gisement du Mali qui est un truc très iconique et qui donne beaucoup d'espoir. C'est-à-dire une poche d'hydrogène pur et qui ressemble à un gisement de pétrole, d'une certaine manière. Là, ce qui se passe dans les houillères de Moselle, c'est intéressant. Alors, il faut toujours se méfier des effets d'annonce. Dans ce cas-là, il va y avoir beaucoup de spéculation. Oui, parce qu'on parle quand même, ça pourrait représenter plus de la moitié de la production annuelle mondiale actuelle. C'est énorme, ça paraît énorme. Tout le monde est un petit peu prudent par rapport à ça. Là, c'est un truc un peu bizarre, parce que c'est dans une formation de charbon. Et le charbon, effectivement, quand il est à maturation, au bout d'un moment, il peut générer de l'hydrogène. Ce n'est pas forcément le processus auquel on s'attendait. Pourquoi est-ce qu'on n'en a pas cherché avant l'hydrogène? Parce qu'on avait des ressources qui... Oui, alors il n'est pas facile à détecter déjà, il est inodore, incolore. Il faut avoir des capteurs assez particuliers pour pouvoir le détecter. Et d'ailleurs, les capteurs des géologues pétroliers ne pouvaient pas le détecter en fait. Et donc ça, c'est quand même un gaz très discret, très insidieux en plus, qui fuit. C'est une molécule toute petite, c'est la plus petite molécule de l'univers, donc elle se faufile un peu partout. Bon, si on ne la cherche pas, on ne la trouve pas. De toute manière. Et en plus, même la flamme est invisible. Quand ça flambe, la flamme est invisible, contrairement au méthane, on voit des belles torches. Ce qui le rend dangereux d'ailleurs. Oui, ça le rend très dangereux. Effectivement, le cas du Mali, une explosion assez dramatique pour Comment l'employé. cette molécule se reproduit naturellement? Est-ce que vraiment c'est une source infinie comme le... C'est la grande question. C'est la grande question. Aujourd'hui, pour le moment, on en est vraiment assez au balbutiement. La génération d'hydrogène, ce sera a priori du fer avec de l'eau. Il faut de l'eau, il faut du fer. Et ça marche, et peut-être aussi un peu de charbon, ça peut être une autre recette. On est en train de chercher, les scientifiques ont identifié à peu près les ingrédients, mais on est en train de chercher un peu les différents moyens de production, aussi un peu par la radioactivité, qui pourrait décomposer la molécule d'eau et créer de l'hydrogène. Je me demandais à qui appartient ce gisement d'hydrogène. Ah là, je ne sais pas. Est-ce que c'est celui qui le découvre qui en est le propriétaire? Oui. S'il y a un permis de prospection, il y en a un en France qui est posé. Peut-être celui-là... Oui, je crois qu'ils viennent de le demander. Et par ailleurs, ils étaient dans le cadre d'une mission publique ou parapublique, parce qu'il s'agissait de voir s'il y avait du méthane, non pas pour extraire du méthane, on en a déjà beaucoup, puis c'est très polluant le méthane, mais pour voir s'il y avait des poches qui pouvaient éventuellement être dangereuses, ce qu'on appelle le grisou. C'est les coups de grisou des mines d'antan. C'était ça qui était recherché. Donc on peut penser qu'il y a une exploitation publique. Et c'est vrai qu'à une époque, mais c'était vraiment très anecdotique, comme je dis, l'hydrogène, c'était un enjeu de sécurité dans certaines mines sud-africaines très profondes ou canadiennes. Mais vraiment, c'était pas dans la culture des géologues de se préoccuper de ça. J'imagine que les compagnies pétrolières vont s'intéresser de très près à ces gisements. Alors, elles ne prennent pas encore trop de risques. C'est un peu comme pour les gaz de schiste. Les grandes compagnies pétrolières, elles ne prennent pas trop de risques. Elles attendent que les startups aient fait le boulot d'exploration, de prospection. Mais évidemment, elles voient une opportunité éventuellement de se reconvertir à peu de frais, en fait. Même si c'est plus difficile d'exploiter l'hydrogène, on ne sait pas encore très bien comment faire. On ne sait pas encore comment va se faire la transition du pétrole vers l'hydrogène et comment tout d'un coup on va faire fonctionner ce qui fonctionnait avant avec du pétrole, avec de l'hydrogène. Oui, et puis on ne sait pas surtout si ce serait cet hydrogène naturel, je ne parle pas de celui qui est produit hydrogène vert ou gris, est-ce qu'il aurait un usage
local. Oui. Est-ce qu'on le transporterait facilement? C'est pas si Et facile. comment on le transporterait? Ouais, Parce qu'il y a forcément des coûts de transport qui pourraient alourdir le bilan carbone Exactement. de cette En énergie. plus, bon, là, ils ont de la chance parce que visiblement, il y a un réseau d'hydrogène qui est en train de se construire tout à côté. Enfin, un réseau de gaz. Donc, ils ont Oui. beaucoup de chance. Oui, Et il faut encore vérifier que ça marche bien. Certains spécialistes que vous avez interrogés pour votre enquête estiment que l'hydrogène pourrait satisfaire la demande en énergie pour plusieurs centaines d'années. C'est une espèce d'horizon Oui, qu'on ne voyait plus depuis bien longtemps, quoi. Alors, ça reste un espoir. Je vous conseille pas forcément de mettre tout votre argent de poche dans ce oui, on projet. ne peut pas se mettre à forer son Pour le moment, jardin. ça reste assez théorique. Ce sont des modèles tout à fait théoriques et quelques indices quand même très intéressants. Il faut vérifier que si c'est vraiment bien le cas, parce que les teneurs qu'ils annoncent sont un peu plus des spéculations qu'autre chose, mais c'est très, très intéressant. Pour le moment, on en est encore au tout début. Je ne miserai pas tout mon pécule. Mais c'est vraiment un motif d'espoir sérieux. Oui, il faut dire en même temps qu'en gros, on a les techniques pour gagner la bataille climatique. On sait que ça coûte 70 milliards en France, 4 500 milliards au niveau mondial. Au jour d'aujourd'hui avec nos techniques. Mais effectivement, comme on innove, ça va améliorer les données du problème. Je veux dire, c'est pas comme le vaccin. Au début, on n'avait rien pour se soigner contre le Covid et on a découvert le vaccin. Là, on a les techniques, mais ça coûte une fortune. Et donc, des techniques comme ça peut faire effectivement que ça coûte beaucoup moins cher. Exactement. L'innovation va être un élément de Parce que les transformation. objectifs sont posés un peu partout en matière de production d'hydrogène. C'est 20 ou 25% de l'énergie du futur, en gros, dans les plans européens et mondiaux qui sont donnés. Sauf que si il arrive de façon naturelle, sans être produit par des usines d'électrolyse qui n'existent pas encore, évidemment, ça rend les choses beaucoup plus simples et beaucoup moins coûteuses. Ce serait beaucoup plus simple, ça mobiliserait moins d'énergie. Alors peut-être que c'est mal vu du côté de, je sais pas, du lobby nucléaire ou ce genre de choses qui voudraient aussi pouvoir produire de l'hydrogène par électrolyse. Mais bon, a priori, je pense que c'est pour rose. le bien. Oui, l'hydrogène rose. Celui par toute une palette de couleurs. Il y a gris, vert, rose et blanc. Oui, il y a brun aussi par le charbon. Brun, il y a du bleu, enfin c'est... Non, mais il faut dire que c'est du bleu aussi. une extraordinaire époque d'innovation et d'opportunités. Il y a des drames, il y a des opportunités parce que le monde change à toute vitesse. C'est un exemple. Il faut toujours dire ça aux gens, quoi. C'est une bataille qui peut être mortelle, mais qui va être en même temps absolument géniale pour tous ceux qui ont envie de dynamique. Dont vous parliez tout à l'heure. Tout à fait. C'est pour ça qu'il un mot fort, Vincent, sur Epsilon, créé par des anciens de Science et Vie. Epsilon, dont vous êtes donc rédacteur en chef. Science et Vie est un magazine aujourd'hui propriété du groupe Reworld Media, qui vous réclamait à vous, Epsilon, 1 million d'euros pour concurrence déloyale, parasitisme et diffamation. La justice vient de donner tort à Reworld Media. C'est, j'imagine, un sacré soulagement pour Epsilon qui s'est créé parce que, justement, il devenait difficile, sinon impossible, de bosser selon les méthodes des Reworld à Science et Vie. Complètement, c'est un soulagement, alors, notamment pour les deux rédacteurs en chef, les deux autres rédacteurs en chef qui étaient nommément visés par cette plainte pour parasitisme, ce qui n'est pas très agréable comme accusation. Et effectivement, c'est un gros soulagement pour tout le monde. C'était une épée de Damoclès au-dessus de notre titre qui mettait en péril éventuellement l'aventure, mais pour le coup, là, nous voilà soulagés. Et les deux rédacteurs en chef que vous évoquez avaient quitté Science et Vie parce que, par exemple, Reworld avait décidé d'engager des non-journalistes pour le site du magazine. Un exemple parmi d'autres de gestion. Et il faut saluer le succès d'Epsilon qui a été créé à partir de rien. Enfin, pas grand-chose. Pas grand-chose. À partir d'hydrogène. Non, et qui aujourd'hui porte haut le journalisme scientifique. Merci beaucoup. L'hydrogène blanc, l'énergie que personne n'attendait, une enquête à lire dans le magazine Epsilon qui fait sa une ce mois-ci sur le plastique et une enquête sur la plus grande pollution de tous les temps. Donc une nouvelle alarmante à la une, mais des raisons d'espérer dans les pages intérieures. Merci beaucoup Vincent Nouiriga d'être venu ce soir sur le